Alors, je m'appelle Louis-André Richard, je suis professeur de philosophie, PhD en philosophie politique, et je suis à la tête d'un tout petit institut qui s'appelle l'Institut Jean-Paul Desbiens, en l'honneur du frère Untel, que vous connaissez tous, je présume, de nom. C'est un institut modeste, mais qui a pour vocation de contribuer à la réflexion publique sur les grands enjeux qui nous sollicitent au fur et à mesure dans notre devenir de collectivité politique. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'abord de la réponse qui est la vôtre. Nous sommes nombreux autour d'un sujet qui est à la fois très délicat, mais ô combien important, la place de la conversation politique autour de la question religieuse. Alors, vous vous doutez bien que les invités qui sont à ma gauche et à ma droite ne sont pas là par hasard, ils ont été choisis exprès. En 2009, aux Presses de l'Université Laval, que je salue, ce sont mes éditeurs, mon éditeur, on a publié un livre que je vous montre qui s'appelle « La nation sans la religion ». C'est une question, le défi des ancrages au Québec. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que c'est un collectif auquel ont participé des gens que vous connaissez, j'en nomme quelques-uns, Joseph Facal, Thomas de Coninck, Denis Vaugeois, un professeur de philosophie politique de Paris qui est un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Manant. Toutes ces personnes, nous avons tous spontanément réagi à la grande opération des accommodements raisonnables, que vous connaissez bien, et ces personnes, nous avons eu un peu tous la même intuition, vaste opération qui permet aux Québécois d'exprimer leur pathos, leurs sentiments, mais pour lequel il n'y a pas beaucoup de place qui est faite à la réflexion. Alors on s'était donné comme mandat à l'époque de réfléchir ensemble, chacun selon ses compétences respectives, à ce sujet que je reprends ce soir en fait, c'était la raison pour laquelle j'introduisais la chose en vous parlant de ce livre, que je reprends ce soir, étant donné les événements qui ont eu lieu à Québec, celui le plus récent de la Grande Mosquée, événement après lequel Mme Benhabib, qui devait participer à une manifestation publique à la Maison de la littérature, on a jugé bon que ça ne convenait pas. Monsieur Bock-Côté, qui ici même est arrivé d'ailleurs un peu serré ce soir, probablement parce qu'il craignait la prochaine tarte. Mais cet entartrage, il fallait bien en parler, hein, puisque tu es là, Mathieu. Cet entartrage, vous comprenez, est symbolique de la difficulté que ça représente de parler raisonnablement de sujets délicats. Alors, j'ai eu cette idée de réunir ce soir à cette table et l'une et l'un pour qu'on se pose cette question très directe. Est-ce que c'est possible d'avoir une conversation politique sur la chose religieuse dans le contexte actuel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'aux yeux de bien de nos concitoyens, la chose n'est pas du tout souhaitable parce que ça comporte son lot de tensions. Peu, peut-être, jugent que c'est nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander jusqu'à quel point, comme je l'indiquais dans la publicité, est-ce que c'est absolument nécessaire? Parce que notre vivre ensemble, en tant que communauté politique, exige qu'on puisse intégrer la place du religieux, quel que soit ce religieux, celui qui nous a vus, celui qui nous a construits, parce que la société québécoise, elle est quand même édifiée sur le catholicisme, que ça nous plaise ou non, et celui aussi de tous ceux qu'on accueille qui viennent vivre avec nous, mais qui ont une autre relation à une autre religion. Alors, comment assurer le bien commun à travers tout cela, c'est un peu le défi que la question pose. Personnellement, en 2009, j'avais créé un peu le néologisme de raccommodement raisonnable, en faisant un clin d'œil aux accommodements raisonnables. La thèse que je défends dans le livre et que je défendais à l'époque et que j'assume toujours aujourd'hui, c'est cette idée que dans une société qui doit accueillir l'étranger, il est impérieux que celui qui l'habite soit très au fait de son identité culturelle et aussi cultuelle. Ça n'implique pas d'avoir la foi, mais ça implique de comprendre quelles sont les grandes idées structurant notre vie politique, et ces idées, entre autres celles de la démocratie libérale à laquelle nous appartenons, ce sont des sous-produits du judéo-christianisme, que ça nous plaise encore une fois ou non. Alors, dans quelle mesure
et nos invités pourront en débattre, dans quelle mesure est-ce que cet ancrage, la connaissance de ses origines, est un élément important, indispensable ou qui peut être contourné pour assurer une saine vie politique. Et en terminant cette introduction, je ne peux pas m'empêcher de vous référer à deux événements de l'actualité récente. Vous avez peut-être lu dans Le Devoir le bel article de Jean-François Nadeau, dont le titre est « La censure contamine les milieux universitaires », où M. Nadeau, en interrogeant certains autres intellectuels, déplore le fait que, ça a été le cas pour Mathieu Bock-Côté, à qui on a interdit de participer à un débat parce qu'une association étudiante d'une université de Montréal avait jugé que c'était politiquement incorrect de tenir les propos plutôt conservateurs qu'on attribue à Mathieu Bock-Côté. Et en Belgique, le 1er avril, un chargé de cours de 10 ans d'expérience à l'Université catholique de Louvain a été mis à pied sans aucune forme de procès parce qu'il avait osé, dans son cours, attention à ce que je dis, là, je pèse mes mots, produire un argumentaire rationnel défendant une position contre l'avortement. Et il en a produit un document, et les hautes instances de l'université ont jugé que qu'un tel argumentaire, on s'entend, c'est pas de la propagande, là, c'est un prof d'université en philo qui essaye de donner des arguments pour une thèse, bon, qui dans les faits est un peu en opposition avec ce que la majorité des gens pensent, mais sur cette seule base, on l'a mis à pied et il se retrouve sans emploi. Alors, j'espère que l'avenir pour ce monsieur donnera l'occasion d'entendre les raisons qui seraient les raisons profonde et édifiante de cette mise à pied, mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue strictement de vie intellectuelle, il y a quelque chose ici, à mon avis, qui convient guère. Alors, raison de plus de cette convocation de ce soir, et sans plus tarder, je vais donner la parole d'abord. La problématique que nous avons donc autour de laquelle on doit réfléchir est complexe, certes, mais elle est aussi grave. Du fait des conséquences qu'elle engendre, du fait des conséquences que le religieux engendre aujourd'hui, en 2007. Aujourd'hui encore, nous avons appris qu'il y a eu un attentat terroriste à Stockholm, qui ressemblait donc à peu près donc, à ce que nous avons connu à Berlin, ce que nous avons connu à Nice, ce que nous avons connu à Paris, bref, ce qui caractérise aujourd'hui la vie de millions de citoyennes et de citoyens à travers le monde. Et en réalité, j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, d'abord de l'islam, de l'islamisme, du lien intrinsèque de l'islam avec la violence, il y a très longtemps déjà. Il y a plus de 25 ans, c'est-à-dire lorsque j'habitais en Algérie, j'habitais dans une société donc, musulmane en grande majorité, et nous avons connu cette fulgurante violence qui a frappé l'Algérie, qui a frappé les institutions, qui a frappé la société, qui nous a menés donc vers une guerre civile des plus déchirantes. Et j'avais envie donc de savoir pourquoi est-ce qu'un jour, un individu, un camarade de moi de classe, décide de partir au djihad. À l'époque, on disait il part à la montagne, il monte au djihad, il prend le djihad. Et en réalité, ce sont exactement les mêmes questions qui nous interpellent aujourd'hui, et on essaye d'y trouver donc des réponses. Cette question, évidemment, en suscite une autre. Veut dire tant le religieux, tant la religion n'est pas un invariant. C'est-à-dire que la religion change, parce que notre rapport à la religion change. Et ce qui caractérise la religion, c'est notre rapport à la religion. Les Québécois n'ont plus le même rapport à la religion catholique. On ne vit plus la religion catholique de la même façon, parce que la société a changé. Parce que l'histoire, donc, nous a marqué, l'histoire nous a fait cheminer, et l'histoire a fait cheminer aussi la religion. Une religion qui s'épanouit dans un cadre démocratique, forcément,
elle va s'imprégner de l'état d'esprit de la démocratie. Et vice-versa. Une religion qui chemine dans un état autoritaire va forcément devenir autoritaire, si elle ne l'est pas déjà. Et donc, je me suis posé toutes ces questions. Finalement, pourquoi en étions-nous arrivés là? Pourquoi est-ce que ma société, qui n'était pas une société caractérisée par la violence, qui n'était pas une société caractérisée par l'insécurité, qui n'était pas non plus une société caractérisée par une fulgurante religiosité, est arrivée un jour à basculer dans une excessive religiosité et dans une excessive violence. Mais en réalité, la question aussi nous interpelle, nous, Québécois, en ce sens que notre rapport vers la religion, notre rapport avec la religion, va-t-il changer? En fonction de quoi va-t-il changer? Est-ce que dans 20 ans, nous allons avoir le même rapport? Non, nous n'allons pas avoir le même rapport dans 20 ans avec la religion. Et d'ailleurs, le rapport que nous avons aujourd'hui n'est pas le même que celui que nous avions hier. Ce que nous voulons savoir plus précisément, c'est notre société, nos institutions, notre État, traversés par des fluctuations, traversés par des pressions, comment va-t-il réagir? Est-ce que notre État est muni, est convenablement muni d'anticorps? Est-ce que notre État, est-ce que notre société comprend ce qui lui arrive? Est-ce que notre société est capable d'appréhender le monde tel qu'il est? Est-ce que notre société est capable de décrypter ce qui lui arrive? Pour revenir à mon expérience algérienne, 3 paramètres me semblent essentiels pour répondre à cette question. Pourquoi le basculement? D'abord, un paramètre d'ordre politique. L'Algérie, comme l'ensemble des pays arabes, comme l'ensemble des pays musulmans, n'a jamais véritablement réglé d'une façon politique, d'une façon concrète, la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Nous sommes toujours restés dans cette grande ambiguïté, c'est-à-dire islam, religion d'État. Alors, islam, religion d'État, ça ne veut pas dire grand-chose, sinon que l'islam est un référent. Alors, il peut nous emmener au progrès, certainement, mais comme il peut nous emmener aussi aux ténèbres, dépendamment de la conjoncture politique. Nous avons connu une expérience dans le pays voisin qui s'appelle la Tunisie, où le référent à l'islam a conduit la société à une certaine émancipation. Mais le référent à l'islam n'était pas le même que celui qu'a connu l'Algérie. C'est-à-dire que, certes, il y avait donc, disons, cette référence à l'islam dans la Constitution, aussi bien algérienne que tunisienne, avec quand même, pour la Tunisie, une rupture avec les dogmes. Dès 1956, donc avec une orientation, disons, moderne, faisant le pari que l'émancipation de l'État passe par l'émancipation de la nation, de la société, des femmes, et donc il va y avoir une rupture avec le dogme, c'est-à-dire il va y avoir par exemple une rupture avec la répudiation, une rupture avec la polygamie, c'est-à-dire que Bourguiba a inscrit son pays en fonction d'une interprétation libérale de l'islam. Cette ambiguïté, évidemment, elle peut mener donc un pays vers l'émancipation, vers le progrès, comme elle peut le mener vers un blocage. Et le blocage, nous l'avons connu en fonction de 2 autres paramètres qui s'ajoutent à ce premier qui est d'ordre politique. C'est-à-dire que les sociétés ont été travaillées au corps par l'islamisme, par l'islam politique, c'est-à-dire par un islam politisé, un islam idéologisé. D'abord, en s'accaparant du système éducatif, en formatant donc les jeunes générations
en fonction donc du dogme de l'islam politique. Le fait de amener, disons, d'une façon quotidienne des récitations coraniques qui diabolisent les juifs, qui méprisent les femmes, qui appellent à la violence, eh bien, formate un esprit. Donc ça veut dire que concrètement, on n'est plus dans l'émancipation. Ça veut dire concrètement qu'on est dans l'aliénation. Ça veut dire que concrètement, on est dans la soumission. Et donc, le premier donc, levier, à partir duquel l'islam politique a travaillé les sociétés, c'est le système éducatif. Et l'expérience algérienne est intéressante car elle est révélatrice de l'ensemble des expériences du monde musulman. L'ensemble des sociétés islamiques ont été travaillées au corps de la même façon que l'a été la société algérienne, c'est-à-dire à travers le système éducatif. Le deuxième levier qui est tout aussi important, c'est la cellule familiale. Donc la codification du statut personnel, la codification du code de la famille qu'on appelle ici et là, donc d'une façon indifférenciée. En réalité, en 1984, l'Algérie donc se réveille un jour et se découvre musulmane. Et donc on décide d'aller donc chercher, d'aller puiser dans le Coran pour définir le statut de la famille, c'est-à-dire le code de la famille. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le code de la famille est d'inspiration religieuse. Donc il y avait à ce moment-là véritablement une fusion entre le politique et la religion. Il y avait, disons, cette frontière qui a été brisée. Ce code de la famille, d'abord, il hiérarchise donc les sexes. Il permet à l'homme de répudier sa femme, il permet à l'homme de prendre 4 épouses. Il est aussi, disons, conseillé à l'homme de corriger sa femme, si bien que l'Assemblée nationale, à l'époque, c'est-à-dire l'Assemblée nationale donc, venant donc, du parti unique, s'est demandé de quelle façon fallait-il corriger sa femme. En fait, les députés se sont passionnés pour cette question. Fallait-il lui fracasser légèrement, lourdement, les os, la tête, bref. Si je dis ça, c'est parce que la famille est le premier laboratoire de la violence. C'est parce que le mépris des femmes, c'est parce que la détestation des femmes, fatalement va déteindre un jour ou l'autre sur l'ensemble de la société. La violence qui chemine d'abord au sein de la famille va, à un moment donné, se répandre dans l'ensemble du corps social. Et c'est ce que nous avons connu au début des années 90. Donc avec cette montée, disons, fulgurante de l'islam politique. À ce moment-là, lorsque nous vivons donc cette expérience, eh bien, on est pris évidemment, on est pris par des événements donc, terribles qui nous secouent. On ne comprend pas véritablement ce qui nous arrive parce que il y a eu une accélération, disons, de l'histoire et le basculement vers la violence s'est fait pratiquement du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas à quel point une société peut basculer rapidement d'un état vers l'autre, d'un état de semblant tranquillité vers un état de pratiquement barbarie. Et en réalité, c'est toute l'expérience qu'a connue l'Europe des totalitarismes. Comment se fait-il que des sociétés donc, européennes, que des sociétés germanophones, que la société allemande, qui était l'une des plus sophistiquées donc, en Europe, qui était
ouverte à la philosophie, qui était ouverte à la musique, qui était ouverte à la culture, a pu elle aussi connaître eh bien, son moment de basculement. En fait, ce que nous enseigne l'expérience algérienne, c'est que cette expérience n'est pas singulière. Elle va petit à petit se répandre. Bien sûr, 10 ans auparavant, nous avons aussi connu une expérience dans le monde musulman, l'expérience iranienne, c'est-à-dire la fusion entre le politique et le religieux. Nous avions déjà donc, ce monstre appelé l'Arabie saoudite, c'est-à-dire cet islam politique qui se décline donc, au sunnisme, et nous venions de connaître en 1979 eh bien, une expérience chiite de l'islam politique. Donc désormais le monde va être régulé à travers un monstre à 2 têtes. Un monstre qui a une tête sunnite et une tête chiite. Et le pari que fait à ce moment-là autant l'Arabie saoudite eh bien, que l'Iran, c'est de répandre leur venin à travers d'abord le monde musulman, mais ensuite l'Europe et le monde de façon générale. Jusque dans les années 90, nous n'avions pas vraiment saisi, disons, cette force de la vague qui se répand donc, eh bien, de pays en pays. Il faut savoir que à partir des années 60, cette expérience de l'islam politique va être aussi mise en scène dans le monde à travers l'Arabie saoudite, avec 2 leviers principalement. D'abord la Ligue islamique mondiale, c'est-à-dire Dawah al-Islamiyya, et l'OCI, donc l'organisation donc, de la conférence des États islamiques. C'est le seul lobby religieux dans le monde, le seul. À travers donc ces 2 leviers, l'expérience de l'islam politique va aussi teinter toute l'expérience du droit international, va teinter tout notre rapport au droit international, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, va venir s'éroder petit à petit. Parce qu'on va voir qu'au fur et à mesure, les États donc, musulmans vont produire leurs propres référents. Ils sont en train, petit à petit, de construire un paradigme qui va être le leur, qui est capable, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, de remettre en cause l'ensemble du paradigme international tel que le monde eh bien, l'a formulé après la Deuxième Guerre. En réalité, cette réflexion sur le religieux, elle est fortement teintée aujourd'hui par l'irruption de l'islam politique dans le débat public, dans la vie de tous les jours. Si l'islam politique n'avait pas connu, disons, une telle prospérité, il est pratiquement, disons, je ne pense pas que nous serions ici, dans cette salle, en train de discuter du religieux. C'est que l'arrivée de l'islam politique sur la scène internationale a totalement changé notre rapport au religieux. Si bien que le monde s'est crispé. Nous le voyons tout autant au Québec. De quelle façon, par exemple, le crucifix à l'Assemblée nationale, celui-là même dont tout le monde avait oublié l'existence, est redevenu un symbole fort de notre appartenance à quelque chose. Donc, c'est vous dire que notre rapport, y compris au symbole, change. Change parce que on sent qu'il y a une volonté de s'approprier eh bien, l'espace. Et donc, forcément, chacun se rappelle qu'il a ses bébelles. Alors, si les uns sortent leurs bébelles, eh bien, les autres vont aussi avoir la tentation eh bien, de sortir eh bien, leurs propres bébelles. Et cette course aux bébelles, en réalité, nous éloigne du grand courant de la Renaissance.
nous éloigne du grand courant des Lumières, celui-là même qui nous invitait à la réflexion, celui-là même qui nous invitait à rompre avec toutes les formes d'aliénation, y compris celle du religieux. La devise des Lumières, c'était d'abord oser, c'était se réapproprier sa raison, c'était reconnaître à l'homme sa dignité, c'était reconnaître à l'homme les mêmes droits, c'était reconnaître à l'homme aussi les mêmes devoirs. Or, avec le retour du religieux dans la sphère politique, eh bien, ces acquis-là ont été remis en cause. Ils ont d'abord été remis en cause dans les sociétés musulmanes parce que ces sociétés musulmanes ont aussi connu des expériences de sécularisation heureuses. Souvenons-nous de l'expérience de la Turquie en 1923. Donc la Turquie n'est pas n'importe quel pays musulman, ça a été le centre de gravité de l'Empire ottoman. La Turquie rompt en 1923 d'une façon univoque avec 6 siècles de domination ottomane, avec pour seul référent le religieux. Kemal Atatürk, lorsqu'il arrive au pouvoir, eh bien, il rompt le califat. C'est une onde de choc qui va se répandre dans le monde musulman. Parce que jusque-là, le monde musulman bien, ne s'était vu qu'à travers le califat. Or, le paradigme politique eh bien, s'effondre. Et cette perte de centralité va susciter des interrogations, va susciter une insécurité, et les musulmans vont se demander, mais finalement, comment allons-nous vivre sans le religieux? Mais peut-on vivre sans le religieux? Eh bien, force est de constater que oui, parce que il y a eu une série de réformes, disons, qui ont fait passer la société turque d'une société, disons, formatée au religieux à une société laïque. Les femmes turques ont eu le droit de vote bien avant les Françaises, bien avant les Portugaises, bien avant les Espagnols. Bon, bref, je veux dire, il y a eu ce moment d'émancipation heureux. Donc, il y a eu une possibilité de vivre l'islam eh bien, d'une façon distanciée, d'une façon moderne. Il y a eu une tentative, disons, de réforme qui s'est répandue à l'ensemble des pays musulmans. Rappelons l'expérience tunisienne, mais aussi l'expérience algérienne, l'expérience syrienne, l'expérience irakienne. Bref, un ensemble d'expériences autour desquelles le politique ne se voyait pas à travers les seules lunettes du religieux. Et donc, la conclusion, en l'occurrence, s'agissant de ces pays, c'est que oui, il est possible, eh bien, lorsque on vit dans une société donc majoritairement musulmane, d'avoir un moment politique, de vivre le moment politique, d'être un sujet politique, sans pour autant être un sujet religieux. C'est-à-dire que le sujet politique et le sujet religieux, donc, peuvent cheminer ensemble. Eh bien, et la rupture alors? Pourquoi ça a changé? Pourquoi finalement ces expériences de sécularisation se sont crispées? Pourquoi? Pourquoi est-on arrivé, si vous voulez, à un certain moment donné, à une cassure, à une régression? Et fondamentalement, ce qu'on veut savoir, c'est cette régression va-t-elle frapper le monde de façon générale? La réponse est malheureusement oui. Parce que les régressions qui ont marqué, caractérisé le monde musulman, force est de constater qu'elles se sont projetées d'abord en Europe, en raison, disons, de populations immigrantes importantes, mais y compris en raison de la force d'attraction de l'islam politique. L'islam politique ne concerne pas le rapport à l'autre,
l'islam politique aujourd'hui, malheureusement, est un facteur endogène aux sociétés occidentales. Et ça, je pense qu'on n'en a pas pris aujourd'hui la mesure. Rappelez-vous, les 2 attentats terroristes commis ici, ils ont été le fait de personnes issues de familles catholiques qui s'étaient converties à l'islam. Donc ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que finalement, la capacité d'attraction de ce projet-là, aujourd'hui, transcende les clivages ethniques, transcende les clivages culturels, transcende les clivages religieux. Et donc, il s'agit de comprendre pourquoi. Mais il s'agit aussi de se dire comment on peut en sortir, parce que ce n'est pas une fatalité. Parler du rapport du religieux au politique, c'est évidemment se poser la question des frontières. Faut-il aujourd'hui donc renforcer les frontières existantes entre le politique et le religieux? Forcément. Mais il faut surtout comprendre que le religieux aujourd'hui prend toute une autre forme. C'est-à-dire la forme d'une excessive religiosité dont nous ne maîtrisons pas les paramètres. Les sociétés occidentales n'ont pas pensé l'islam. Les sociétés occidentales ne sont pas familières avec l'islam politique. Les sociétés occidentales qui ont connu une temporalité, disons, précise par rapport à son rapport au religieux ne sont pas aujourd'hui aptes à répondre à ces questions. La preuve en est, nous appréhendons l'ensemble de ces questions uniquement sous la coupe du droit individuel. On nous dit bien que autour, par exemple, de cette question du voile, c'est mon voile, c'est ma liberté, c'est mon choix. C'est dire, d'abord que on n'y comprend pas grand-chose, parce que il n'y a rien de pire pour un occidental, de lui renvoyer sa propre médecine. C'est-à-dire de lui dire, c'est ma liberté, c'est mon droit, c'est mon choix. Il fige. Il n'a plus rien à dire, parce que la modernité s'est constituée précisément avec l'irruption de l'individu et la reconnaissance de l'individu. Seulement, il y a une confusion. L'individu n'est pas l'individualisme. Or, notre époque se caractérise par un excessif individualisme, ce qui n'est pas l'individu. Parce que l'individualisme, c'est la négation du projet collectif. Parce que l'individualisme, c'est la négation de l'autre et c'est la négation du nous. Pas l'individu. L'individu, lui, est un être raisonné, est un être qui peut s'émanciper. L'individu, lui, est peut-être un sujet politique s'il acquiert évidemment les outils de l'exercice de sa citoyenneté. On n'a qu'à le voir, Mathieu le rappelait tout à l'heure, par rapport à cette question, par rapport à ce seul exemple autour du niqab, dans une garderie. Ce qui m'a profondément marqué à travers notre façon, disons, de parler de cette expérience, c'est qu'on ne se soit pas posé les bonnes questions. Lorsque nous sommes dans la rue et que nous confions nos enfants à une personne, minimalement, la première question que l'on doit se poser, c'est celle de la sécurité des enfants. Est-ce que les enfants sont en sécurité entre les mains d'une personne dont le champ de vision est réduit? Personne ne s'est posé cette question. Et je veux dire, quiconque aujourd'hui, quiconque a déjà porté un voile dans sa vie, sait que son champ de vision est réduit. Sait qu'il y a une chaleur qui vous monte à la tête. Sait que ça peut donner des maux de ventre. Sait que ça peut vous donner le vertige. Sait que ça peut
vous faire gratter la tête. Bref, il n'y a, disons, aucun plus à porter un voile et surtout à confier nos enfants à une personne qui porte le voile dans un cadre éducatif. C'est une aliénation totale. Mais quel système éducatif défendons-nous? Mais quels individus, quels citoyens préparons-nous? Quel est le rapport que nous avons avec la liberté? Quel est le rapport que nous avons avec l'égalité? Nous savons le poids de la religion, notamment pour les femmes. Alors pourquoi aujourd'hui ne pas avoir un regard, exactement le même regard que nous avons eu par le passé à l'égard de la religion catholique, s'agissant des droits des femmes? Pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont poussé l'émancipation, pourquoi ceux qui ont participé à toutes les batailles s'agissant de l'égalité, pourquoi ceux qui ont fait y compris des thèses pour savoir qui touche sur le piton de la machine à laver, pourquoi aujourd'hui ne prennent-ils pas leurs responsabilités pour nous dire clairement que oui, s'agissant de la religion, oui, s'agissant des religions minoritaires, elles peuvent être aliénantes pour les femmes? Pourquoi cet exercice qui est si facile pour la religion catholique, eh bien, deviendrait soudainement impossible pour les religions minoritaires? Il est là le problème. Il est là le blocage. Parce que précisément, nous sortons du champ de la raison. Nous ne sommes plus dans la raison. Nous ne sommes plus dans le paradigme de la pensée. Nous sommes dans une subjectivité. Nous sommes dans un rapport compassionnel avec l'autre. Nous sommes dans un rapport paternaliste avec l'autre. Nous sommes dans un rapport avec l'autre névrosé. Si bien que le Canada de Justin Trudeau nous dit que le respect du voile intégral, c'est le respect de la diversité, c'est le respect de l'autre, et c'est le respect de la culture. Mais je dirais que dans cet énoncé, il y a une confusion entre ce qui est l'aliénation et ce qui est la culture. La culture est cette chose qui élève, qui émancipe, qui éduque, qui nous fait apprendre l'autre, qui nous emmène vers l'autre. L'aliénation, évidemment, c'est la fermeture de soi, c'est la fermeture y compris vers soi. Et donc, toutes ces questions se posent dans un contexte qui est de plus en plus marqué par une incompréhension, une impatience de la part de nos concitoyennes et de nos concitoyens. J'ajouterai une impatience qui est saine devant la passivité de nos gouvernements. Pourquoi ces questions-là sur l'islam politique, sur l'immigration, sont-elles devenues des questions pratiquement taboues dans certains milieux intellectuels et académiques? Pourquoi? Pourquoi faut-il faire de l'islam un impensé? Pourquoi faut-il faire de l'islam un tabou? Ne nous a-t-on pas dit qu'il n'y a pas de tabou? Ne nous a-t-on pas enseigné qu'il n'y a pas de barrières, qu'il ne devrait pas y avoir de frontières dans la réflexion, que précisément la réflexion c'était le champ des possibles? Or aujourd'hui, je suis forcée de constater, ici et là, ici c'est-à-dire au Québec, comme en Europe, des tabous. Je suis forcée de constater un retour à la censure, je suis forcée de constater une absence de responsabilité historique face à un tsunami totalitaire. L'islam politique, il a commencé par emporter les sociétés musulmanes. Mais je crains que ces sociétés-là ont la capacité de résister, parce que je suis beaucoup plus libre dans mes paroles en Algérie que je ne le suis au Québec. C'est ça la triste réalité. Je n'aurais jamais pensé, en publiant ma vie à Contre-Courant en 2009, qu'il me serait interdit de prendre la parole au Québec.
Et pourtant, aujourd'hui, malheureusement, je dois le constater, je dois faire ce constat. Les textes de mon ami Charb, qui a été assassiné le 7 janvier de l'année 2015, l'ancien patron de Charlie Hebdo, ont été aussi censurés dans 3 villes. En France, il a d'abord été déprogrammé à Avignon et ensuite déprogrammé donc à Lille. Ce sont ces textes s'agissant de l'islamophobie. Donc il y a un petit spectacle qui a été monté et il a donc présenté le spectacle et malheureusement donc à la dernière minute les amis de Charlie Hebdo donc appellent pour organiser les choses et il n'y a plus personne qui veut leur répondre. Mais pourquoi cette lâcheté? Au nom de quoi on interdit la parole aux uns et aux autres? Et surtout, posez-vous la question, à qui va profiter ce vide? Ce vide aujourd'hui, malheureusement, profite aux populistes, à l'extrême droite. C'est le terreau le plus favorable au racisme. C'est le terreau le plus fertile à la xénophobie. Les accommodements religieux, je ne veux pas les appeler les accommodements raisonnables parce qu'ils n'ont rien de raisonnable sinon le nom. Point. Mais ces accommodements religieux, d'une façon philosophique, que nous disent-ils? Ils renvoient le message que la personne qui est de foi ou de culture, autre, prenons un exemple, musulmane, ne peut pas fonctionner de la même façon, en fonction des mêmes critères, en fonction des mêmes normes que tout un chacun. Le message que ça nous envoie, c'est qu'il faut défaire les institutions pour fabriquer un habitus pour cet individu-là. Pourquoi cet individu? Comment pensez-vous qu'il fonctionne dans son pays d'origine? Je dois dire que tous les jours, je découvre un rituel nouveau s'agissant de l'islam. Je dois dire que je suis surprise même par exemple, les salles de prière. J'ai grandi dans un pays musulman où, ma foi, les salles de prière n'étaient pas une norme. Ils le sont devenus, certes, en fonction de la conjoncture politique. Mais au départ, ils n'étaient certainement pas la norme. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils veulent s'imposer en norme? Pourquoi? Et cela, évidemment, interpelle nos systèmes politiques. Parce qu'aujourd'hui, la seule question qui va se poser, c'est la suivante. Quel est le meilleur système politique pour d'abord protéger les institutions, pour protéger l'État, pour protéger la nation, pour protéger la société de ce tsunami-là? C'est la seule question qui vaille. Et donc, il va falloir renforcer les capacités de résistance de notre État. Parce que oui, nous sommes en mode résistance. Alors bien sûr, nous sommes épargnés par une espèce de barrière géographique. Mais jusqu'à quand? Il faut commencer à penser ces choses maintenant. C'est notre devoir, celui de chacune, celui de chacun. Surtout, il ne faut pas que le silence s'installe dans notre société. Il ne faut pas que le malaise, s'intensifie. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le malaise est réel. Et le malaise est entretenu par le laisser-faire et le laisser-voir de nos dirigeants. Si bien qu'on refuse de nommer le mal et on transpose l'attention de tous vers autre chose. C'est ça, en fait, l'espèce de show sur le racisme systémique. C'est
une tentative tout simplement de distraction. On nous dit que les institutions québécoises sont des institutions qui portent en elles le racisme. C'est terriblement grave qu'on puisse en arriver à ce type de manipulation au plus haut sommet de l'État. Dire que la société québécoise, que les institutions de la société québécoise sont entachées de racisme, eh bien, ça a des conséquences immensément graves sur nous. Qu'est cette culpabilité collective qu'on veut aujourd'hui nous infliger? Pourquoi? Or, la société québécoise est l'une des sociétés les plus ouvertes au monde. C'est une société des plus égalitaires au monde. C'est une société des plus apaisées au monde s'agissant de son rapport aux religieux. Elle n'a de leçons à recevoir de personne sur ces questions-là. Maintenant, évidemment, nous avons, comme les autres sociétés, des défis à relever. Certes, il y a encore des ambiguïtés que nous entretenons. Enfin, s'il n'en tenait qu'à moi, je les aurais levées depuis très longtemps, les ambiguïtés, remarquez. Oui, ambiguïté parce que de fait, nous sommes une société laïque sans pour autant que l'État soit formellement laïque. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous vivre, disons, dans ce vide juridique? Enfin, on critique beaucoup, si vous voulez, le juridique. Mais ceux qui portent aujourd'hui la responsabilité de notre blocage, ce sont les politiques. Parce que les juridiques, parce que les juristes, malheureusement, un juge aujourd'hui, s'il veut se référer à un article, disons, de loi pour renforcer son argumentaire juridique, s'agissant de la laïcité, ben, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les outils pour le faire. Alors, mais je dis, à qui profitent ces ambiguïtés-là? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur davantage de cohérence, sur davantage de cohésion? Nous vivons aujourd'hui dans une société multiethnique, je dis bien multiethnique et non pas multiculturaliste. Nous vivons dans une société plurielle et dans une société démocratique. Il est temps d'enchasser le principe de laïcité dans un texte constitutionnel. Il est temps. C'est ainsi que les grandes nations, disons, ont cheminé. C'est ainsi qu'elles ont, disons, réglé, du moins momentanément, les défis donc, auxquels elles font face. Et je nous invite aussi collectivement à mettre l'emphase là-dessus. Le religieux ne peut pas être un facteur de cohésion dans une société multiethnique, dans une société plurielle, dans une société où chacun se réfère à son Dieu, dans une société où chacun a ses propres rituels. Seule la laïcité peut cimenter la nation. Seule la laïcité peut nous servir de référent commun, non pas au vivre ensemble, mais à faire société ensemble. Et cette société doit être évidemment définie par des paramètres qui s'inscrivent, qui s'incarnent dans une historicité qui est la nôtre, c'est-à-dire marquée par ce grand mouvement de séparation, de distanciation par rapport aux églises de façon générale. Ce qui vaut pour la religion majoritaire doit aussi aujourd'hui valoir pour les religions minoritaires. Et ça va être mon mot de la fin. Merci.